parole aujourd'hui en tant que président ou coprésident plutôt du conseil d'orientation avec mes collègues à qui je laisserai la parole juste pour dire quelques mots introductifs, Viviane Folcher et Stéphane Ballas. Merci à tous d'être présents pour ce conseil d'orientation. Toujours dans son format à distance, ce qui est une originalité qui ne cesse de durer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ITMD, l'ITMD est un espace qui vise à favoriser la discussion, la controverse, le débat ou la dispute, mais la dispute au sens positif du terme, sur le travail et qui offre l'opportunité à des acteurs divers, les entreprises, les syndicats, bien entendu les chercheurs, les consultants et à tous les partenaires qui s'intéressent de près ou de loin au travail, de disposer d'un espace pour partager des expériences, les discuter, échanger des points de vue, s'enrichir de travaux, et tout ça dans l'objectif de à la fois mieux comprendre le travail, mieux le manager, mais surtout de permettre le développement humain, parce que qu'y a-t-il de plus important que le développement humain? Et je suis vraiment extrêmement ravi d'accueillir Fanny Herrera avec nous. Les réunions préparatoires que nous avons menées pour ce conseil d'orientation ont été d'une richesse rare. J'espère que vous partagerez mon enthousiasme. C'est toujours risqué de le partager en amont. Donc Fanny est secrétaire générale de la Direction générale des solidarités des Yvelines. Et elle va partager avec nous son expérience pendant une quarantaine de minutes sur la place de la discussion du travail dans les dispositifs qui visent à, on va dire à gérer, même si ce mot est parfois un peu gênant, les solidarités, en abordant notamment des enjeux de polyvalence, de professionnalisation dans le cadre spécifique des travailleurs sociaux. Après ce petit passage introductif, donc je vais très rapidement laisser l'opportunité à Viviane et Stéphane de se présenter, puisque après la présentation de Fanny, Stéphane et Viviane animeront la controverse pendant les 80-90 minutes que nous aurons encore ensemble. Peut-être un petit mot Viviane, un petit mot Stéphane pour vous présenter. Oui, bonjour, très brièvement. Donc Viviane Folcher, collège chercheur. J'ai brièvement présidé l'ITMD pendant 2 ans, depuis le collège chercheur. Et ma spécialité, c'est l'ergonomie, le travail et je dirais, au-delà des conditions de travail, sa transformation, pour dire les choses un peu plus précisément. Mais je vais faire très bref et je cède la parole à Stéphane Ballas. Bonjour, Stéphane Ballas. Moi aussi, je suis donc membre du comité du collège chercheur. Je vais y arriver ce matin et je suis enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Ma spécialité, c'est les sciences de l'éducation et de la formation que j'aborde d'un point de vue un peu particulier puisque je suis clinicien de l'activité. Voilà. Et donc, je suis très intéressé par la question du travail comme nous tous ici. Et je cède la parole à qui le veut. Je vais juste reprendre la parole pour remercier Dominique Régnier. C'est grâce à lui que nous accueillons Fanny et je laisse peut-être Fanny et Dominique se présenter pour ensuite laisser la parole à Fanny. Je vais me présenter très vite pour que Fanny puisse commencer son intervention. Donc voilà, je n'ai pas envie d'en rajouter beaucoup. J'accompagne le département des Yvelines avec Stanislas, un collègue, depuis maintenant 8 mois. Et puis c'est une expérience assez passionnante. Donc je vais laisser Fanny la présenter. Après cette longue introduction, Fanny, c'est à vous. Merci. Nous sommes tout oui. Merci beaucoup. Merci vraiment de m'avoir invitée. C'est effectivement le fruit d'une collaboration avec Dominique de 8 mois passionnante, c'est le terme, et passionnante. Et je pense qu'il pose les bases, en tout cas pour nous en interne au département, d'une
d'une nouvelle manière de penser un petit peu les choses et la transformation du travail, comme vous l'énoncez. Alors, donc je suis secrétaire générale au niveau de la direction générale adjointe des solidarités au département des Yvelines. Et donc, je suis en fait secrétaire générale et directrice de l'innovation sociale. Voilà, on a créé un pôle d'innovation sociale au niveau des solidarités, qui est relativement récent, puisque ça fait environ 1 an et demi que ce pôle a été créé. Voilà, c'est simplement pour vous donner un peu l'esprit dans lequel on travaille les solidarités, avec vraiment une envie dans les années à venir de positionner les solidarités sur la question de l'innovation sociale. Donc évidemment des réponses apportées socialement en termes d'innovation, mais aussi évidemment sur la question du travail et la manière dont on fabrique en fait les politiques publiques et dont on fabrique le travail au final et l'action en tant que tel. Donc j'ai un positionnement qui est transversal, évidemment, au niveau de la Direction générale adjointe des solidarités. Et du coup, mon périmètre me permet de pouvoir intervenir, en tout cas soutenir les différentes politiques publiques sociales que le département met en place et essayer d'organiser les choses au mieux pour que la mise en œuvre ensuite de ces politiques sociales soit fluide. On essaye, hein. C'est évidemment un gros travail. Donc là, je vais essayer de vous donner mon témoignage sur une expérience qu'on a eue au niveau du département en termes de transformation d'une politique, enfin de la politique sociale au sens large, la politique de solidarité, et ce qui nous a amené à avoir une expérience de concertation assidue avec les collaborateurs pour essayer que cette expérience soit réussie. Donc, je vais essayer de vous donner un peu le contexte et le cadre de travail pour que vous compreniez ensuite l'expérience qu'on a eu à mener. Donc, le département des Yvelines, depuis 2008, a enclenché un double mouvement, si vous voulez. Un mouvement d'abord de territorialisation, c'est-à-dire vraiment avec une idée, une volonté d'ancrer le département toujours plus près des territoires, et donc de constituer une forme de soutien au bloc communal, c'est-à-dire vraiment là où se joue en proximité, où se vit en proximité la solidarité. Donc, un mouvement de territorialisation, ce qui signifie du coup un mouvement de déconcentration des services en fait sociaux dans les territoires. Donc, l'ouverture évidemment d'entités de proximité avec une volonté de mailler le territoire de manière assez fine pour que cette proximité soit une réalité en fait. Et un deuxième mouvement depuis 2008 de spécialisation de l'action sociale. Donc, sur ce premier mouvement de territorialisation, il y a une première vague en 2008, donc avec la création des territoires d'action sociale. Et puis, il y a eu un renforcement de cette position en 2015 avec ce qu'on a appelé les territoires d'action départementale. Donc, le périmètre des territoires s'est un petit peu élargi. La vocation, c'était de pouvoir créer des entités départementales dans les territoires qui soient évidemment la porte d'entrée unique des solidarités, mais pas que, aussi une porte d'entrée unique pour l'ensemble des compétences départementales, y compris tout ce qui concerne et qui relève de l'aménagement du territoire. Donc voilà, 2 vagues successives qui du coup montrent que vraiment le département s'inscrit depuis quand même de très longues années dans cette démarche de proximité dans les territoires. Et donc, depuis 2015, lors de la deuxième vague de territorialisation, le département s'est engagé dans une spécialisation de l'action sociale. Donc, en fait, évidemment, ça fait écho aux réflexions sur le travail social dans le débat national, hein,
évidemment, on n'a rien inventé, mais on voit bien que le travail social évolue, que les besoins sociaux des usagers évoluent, se complexifient. Et la manière de travailler qui était la norme depuis les années 90, 2000, qui peut se résumer autour de la notion de polyvalence de secteur, c'est-à-dire un travailleur social peut répondre à l'ensemble des problématiques de l'usager et l'accompagner tout au long de la résolution de ces différentes problématiques. Cette norme-là qui était posée, qui était un peu la norme du travail social et des formations des collaborateurs en travail social, au département des Yvelines a été re-questionnée parce qu'on se rend compte, enfin, on s'est rendu compte, comme je pense beaucoup d'autres, que évidemment les besoins sociaux se complexifient. Pourquoi? Parce qu'on est une société qui se complexifie et où on a besoin de plus en plus d'expertise sur des sujets qui deviennent de plus en plus complexes. Par exemple, la protection de l'enfance voilà, demande de plus en plus d'expertise face à des situations qui se complexifient en matière de profil d'enfant, de situation familiale, etc. Évidemment que voilà, la réponse, en tout cas, l'analyse qu'en a fait le département, c'est que la réponse à apporter devait être de plus en plus experte, donc sur une notion d'expertise. Donc, le département a enclenché ce mouvement de spécialisation du travail social en fonction des politiques prioritaires jugées, enfin en tout cas c'est un parti pris, hein, mais jugées comme prioritaires par le département. Il se positionnait en tout cas de manière prioritaire, à savoir l'autonomie, c'est-à-dire le public, personnes âgées, personnes handicapées, l'enfance, donc dans sa dimension protection de l'enfance, bien sûr, mais avec son volet prévention, puisque faire que de la protection, c'est un peu limité en termes d'action, puisque plus on travaille très en amont, donc en prévention, moins on doit faire du curatif et donc de la protection. Donc, ces deux volets-là, bien sûr. Et la politique insertion par l'activité, c'est-à-dire remobiliser les personnes à revenus précaires, bénéficiaires de minima sociaux et dans des situations du coup sociales plutôt fragiles, remobiliser ces personnes-là en priorité par la remobilisation à l'activité professionnelle, donc inscription dans une formation ou mobilisation directement sur l'emploi. Voilà. Donc, c'est 3-4 grandes politiques sociales qui sont vraiment des politiques prioritaires pour le département des Yvelines, ont fait l'objet d'une spécialisation des collaborateurs. Et donc, en 2015, on commence successivement une vague de spécialisation. Donc, ça se traduit comment? C'est-à-dire que vous aviez au départ, en fait, un pôle social polyvalent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un pôle social polyvalent qui représentait 20% du volume des travailleurs sociaux du département. Et à partir de ce pool-là, on a spécialisé et donc on a créé des pôles métiers, les métiers insertion, les métiers enfance, les métiers autonomie. Et les collaborateurs se sont donc spécialisés dans chacun de ces métiers. Voilà. Donc, cette vague de spécialisation s'est faite un peu de manière successive, hein, au fur et à mesure des années. On a commencé par l'autonomie, puis l'enfance, puis l'insertion. Et donc, en 2018, du coup, ces 3-4 pôles étaient réalisés et il a bien fallu se poser la question et réfléchir sur le pôle social en tant que tel. Que devient-il? Qu'est-ce qu'un pôle social, du coup, dans une démarche où on spécialise et on rend des expertises? Est-ce que le pôle social, tel qu'il était pensé avant, peut être une spécialité? Si oui, quel périmètre cette spécialité peut avoir? Voilà, donc il y a toute une réflexion qui s'est évidemment
engagés autour de ce pôle social. Au niveau donc, du central, hein, une réflexion vraiment au niveau du central, mais qui, évidemment, c'est sur le terrain au niveau des collaborateurs, c'est traduite surtout par une démotivation, il faut être honnête, hein, une démotivation et une perte de sens, si vous voulez, de leur travail, puisque vous voyez bien que leur rôle en tant que travailleur social classique, les ex-polyvalents, était du coup défini en creux des spécialités, voire du coup même pas défini du tout. Et voilà, donc il était urgent en 2018 de commencer à reposer des conditions de travail pour ces collaborateurs qui redonnent un peu de sens à leur métier et puis qui du coup, au plan institutionnel, poussent la logique jusqu'au bout de la spécialisation. Donc c'est le choix qui a été fait, pousser jusqu'au bout la logique de spécialisation et considérer, dans un premier temps en tout cas, que les pôles sociaux ex-polyvalents sont des spécialités comme les autres. Donc, nous avons travaillé sur le périmètre d'intervention de ces collaborateurs et on a surtout travaillé sur des modalités, des outils en fait professionnels à mieux définir, à mieux préciser, qui se sont traduits alors, par un outil que l'on a appelé Papyrus, qui est un outil qui fait entrer le parcours usager dans les pratiques professionnelles, la traçabilité de ce parcours usager dans les pratiques professionnelles, la contractualisation avec l'usager dans les pratiques professionnelles, ce qui n'était pas du tout la culture professionnelle des travailleurs sociaux. Voilà. Donc, on n'a pas, pour être honnête, défini complètement le pôle social et redonné du sens à ce pôle social comme une spécialité, mais on est rentré par le biais de l'outil et des pratiques professionnelles à retravailler, à reprofessionnaliser pour les aligner sur les spécialités. Voilà, et ça donne Papyrus. Bon, j'espère que c'est pas trop confus et que vous voyez à peu près le contexte. Donc, ça part de là. Donc, du coup, on est en 2019, dans un moment où nous, au niveau du central, on pense Papyrus, on pense cet outil qui s'aligne sur les pratiques des spécialités et il faut enclencher, du coup, au niveau des collaborateurs pour qu'ils puissent s'approprier cet outil. Comme je vous disais tout à l'heure, on était dans un climat compliqué, évidemment, puisque depuis plusieurs années, le pôle social se vidait comme peau de chagrin parce qu'ils abondaient les spécialités et les collaborateurs qui restent dans le pôle social ont vraiment l'impression que pas considérés, clairement, et que en fait, on ne s'occupe pas tellement de l'avenir de ce pôle social. Donc, un climat vraiment complexe, tendu, où on sent les collaborateurs qui sont démotivés au mieux, voire complètement découragés et surtout hostiles. Donc, en 2019, quand on crée ce Papyrus, il est clair qu'on ne va pas pouvoir généraliser Papyrus comme ça en 2019 dans un contexte qui est clairement complexe. Donc, on décide d'en passer par une phase d'expérimentation, c'est-à-dire vraiment sur un petit nombre de collaborateurs, autour de 70 quand même, mais au niveau du département, ça reste une jauge réduite. Donc, un petit nombre de collaborateurs volontaires, pas désignés, donc du coup, on parie un peu sur le fait que quand même, ceux qui participent à cette expérimentation sont plutôt ouverts. Donc, phase d'expérimentation, et on fait le choix de passer par un prestataire, par un cabinet pour nous accompagner, parce qu'on sent bien qu'il nous faut une médiation, si vous voulez, pour reposer un peu les choses, pour retisser le dialogue, retisser le fil avec les collaborateurs, redonner confiance, vraiment. Voilà, donc on sent que le dialogue directement posé entre la direction centrale et les collaborateurs qui sont très méfiants et où il y a une défiance serait contre-productif. Donc, du coup, on fait le choix de passer par une médiation, clairement. Voilà.
Et donc, on rencontre le cabinet Kairos, qui nous propose une méthodologie de travail qui, moi, me semblait parfaitement convenir aux enjeux qui se posaient à nous de, avant toute chose, reprendre le dialogue et redonner confiance aux collaborateurs et retisser le sens avec eux. Voilà. Peut-être, Dominique, vous voulez intervenir sur, un peu sur les modalités que vous aviez proposées? Oui, oui. Je pense qu'on peut peut-être y revenir un peu plus tard, peut-être dans la phase de questions, parce que je pense que c'est bien que vous puissiez avancer, Fanny, sur, au fond, votre expérience à vous. Je dirais simplement qu'il y avait peut-être que dès le départ, après une présentation en fait, du projet par Fanny, il y a eu une écoute des 72 expérimentateurs réunis voilà, dans un démarrage, j'ai envie de dire, assez rapide, où on leur donnait la parole sur leurs sentiments finalement à l'égard de leur travail, dans quelle mesure ils étaient fiers, frustrés de ce qu'ils pouvaient faire pour les usagers, etc. Donc c'est ça qui a été la marque, c'est qu'on a eu des préalables assez courts, on va dire, pour aller vite dans l'écoute et de l'écoute sur le travail. Et le reste s'est enchaîné. Oui, tout à fait. Dans ces 70 collaborateurs, on avait toutes les fonctions représentées. Donc, on a demandé à avoir une expérimentation qui conçoive la participation de la totalité des fonctions, c'est-à-dire depuis le management jusqu'aux assistantes et aux chargés administratifs. Donc, voilà, on passe par les travailleurs sociaux, les chefs de service, les travailleurs sociaux avec leurs différentes spécialités, leurs différentes formations, pardon. Donc, on a commencé cette phase d'expérimentation par évidemment beaucoup d'écoute et toute une méthodologie centrée autour du dialogue, en fait, avec des outils qui m'ont beaucoup intéressée sur les boussoles. Voilà, c'est un outil qui nous permet d'appréhender le climat et la manière dont perçoivent les collaborateurs leur travail, le sens de leur travail à un instant T, et de faire évoluer dans le temps, avec ces boussoles, du coup, cette appréhension et cette manière de voir les choses. Et on voit très clairement, et donc ces boussoles-là ont été constituées par fonction, c'est-à-dire qu'on avait des boussoles qui étaient représentées pour les fonctions TS, des boussoles pour les assistants administratifs, les managers, etc. Et dans le temps, comme c'était une expérimentation qui était quand même plutôt sur de la longue durée, moyenne durée, on pouvait se rendre compte très, très visuellement les progrès qu'on faisait en matière de redonner confiance, le dialogue, de compréhension du sens, et les points de blocage encore qui restaient cristallisés. Donc, c'était vraiment des outils très intéressants. Et les outils, c'est quand même fondamental. Au final, voilà, il faut vraiment une méthodologie super rigoureuse avec des outils qui soient efficaces. La seule intention de vouloir dialoguer, ça ne marche pas. Il faut vraiment un appui technique, d'outils qui nous permettent de canaliser ce dialogue et de le rendre productif, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'était aussi très, très intéressant de faire appel à un cabinet, parce que nous, en interne, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas. On est un peu démunis par rapport à tout ça. Même si l'envie de dialoguer est là, souvent, on se rend compte que c'est contre-productif parce qu'on n'a pas la technique et surtout, on n'y consacre pas assez de temps. Ça, c'est un truc, c'est un sujet, il faudra y revenir, je pense, parce que cette question de rendre compatible cette nécessité du dialogue avec les manières de fonctionner actuelles, qui sont des manières d'urgence, de court terme, etc. À un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on peut le faire sur une expérimentation one-shot, mais l'intégrer comme un processus systématique de production du travail, c'est quand même plus complexe. Bon, on y reviendra peut-être. Donc, du coup, les outils, très intéressants, et d'autres outils directement liés à du dialogue, c'est-à-dire ces groupes miroirs qui, moi, m'ont beaucoup intéressé parce que ce sont des groupes en petits comités, tout petits comités pour permettre vraiment que le dialogue fonctionne dans une démarche d'horizontalité complète, c'est-à-dire on est vraiment dans un espace de dialogue sans
hiérarchie, enfin en tout cas où la notion de hiérarchie n'a pas lieu d'être, où on est vraiment en horizontalité et où on débat, et où il y a la notion du coup de pouvoir aller dans la contradiction. Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressée et je pense c'est une des clés vraiment de la réussite de cette expérimentation. Donc, à titre personnel, j'ai participé à un de ces groupes miroirs avec des travailleurs sociaux. Et voilà, c'est très intéressant. On prend le temps. Il y a plusieurs heures devant nous pour discuter. On est en tout petit comité et il y a de la contradiction. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, moi, de mon côté, j'ai pu faire passer des messages, détricoter les préjugés et faire passer des messages sur la stratégie. Pourquoi, à un moment donné, au niveau du central, on avait pu penser telle et telle chose. Pourquoi la contractualisation, par exemple, d'un sujet qui était vraiment épidermique pour les collaborateurs, était nécessaire parce que ça relevait d'enjeux de traçabilité, d'évaluation, qui est ultra nécessaire pour des institutions aujourd'hui, etc. Et tout ça, on a pu l'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une rencontre entre le point de vue des collaborateurs et leur vécu réel. Et ça, c'est important pour nous d'avoir ce retour-là aussi, parce qu'à un moment donné, on est quand même loin du terrain. Évidemment, on n'est pas en direct avec l'usager tous les jours. Donc les difficultés concrètes, les blocages, les pratico-pratiques, etc., qui se posent, nous, on ne peut pas les ressentir. Donc c'est le moment de pouvoir le rencontrer. Et de notre côté, du côté institution, donc voilà, c'est le moment de pouvoir faire passer des messages clairs sur la stratégie, le sens, etc. Et bien faire rendre compte aux uns et aux autres qu'on ne se lève pas un matin pour pouvoir embêter tout le monde et qu'il y a quand même, on poursuit une certaine logique. Voilà. Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Je pense que il faut multiplier ce genre d'espace, mais comme toujours, il faut un médiateur parce que on sait bien les enjeux et les jeux de rôle qui peuvent se jouer entre le central et les territoires, les collaborateurs et puis une hiérarchie. Et on n'arrive pas à sortir de ces postures s'il n'y a pas une médiation à un moment donné qui nous aide à construire le dialogue. Voilà. Donc, on a fait cette expérimentation avec tous ces outils pendant quelques mois et je peux vous dire, en tout cas, moi, je considère que c'est une réussite parce que, et le témoignage, c'est celui-là, c'est qu'on a pu, à un moment donné, poser un bilan de cette expérimentation où on a senti que les choses avaient vraiment bougé. Les 70 collaborateurs, les managers, la notion de manager était hyper impliquée du coup en accompagnement des équipes et on a pu proposer une deuxième vague sans aller jusqu'à la généralisation, mais une deuxième vague d'expérimentation avec un périmètre de collaborateurs beaucoup plus large. Voilà, les choses se passent très bien aujourd'hui. Voilà. En fait, l'enjeu, c'était de renouer la confiance et de redonner le sens. Et je crois qu'on a réussi. Évidemment, je ne veux pas faire un panorama idyllique du sujet. Hein. Il y a encore beaucoup de blocages. Mais le processus est enclenché. Et quand le processus est enclenché, les points de blocage concrets se dénouent au bout d'un moment. Enfin, il faut parier sur le temps et les choses se dénouent de toute façon. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment confiance sur cette expérimentation pour la suite. Je pense qu'on pourra généraliser du coup sans aucun problème dans quelques semaines ou quelques mois. Je ne sais pas dans quelle mesure, Fanny, vous pouvez ou vous souhaitez effectivement décrire deux points que vous venez d'évoquer. D'une part, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous considérez, à la fois de votre point de vue et peut-être du point de vue des travailleurs sociaux, que cette expérience est une réussite? Ça, est-ce que tout le monde considère de la même manière que c'est une réussite? Est-ce que tout le monde considère que c'est une réussite, mais avec des points de vue différents sur ce qui fait réussite? Ça, c'est en tout cas un élément pour. Et le deuxième point, c'est vous avez évoqué le fait que vous avez commencé avec
70 collaborateurs et que vous étendez, et comment vous envisagez, enfin, vous envisagez ou vous avez mis en place avec vos partenaires cette progression en tâche d'huile, et est-ce que ça change quelque chose du fait des profils initiaux qui étaient plutôt spontanément engagés par rapport au fait d'aborder la totalité de la population, uniquement si ces questions vous semblent pertinentes. Oui, bien sûr. Par rapport à la réussite, enfin, pour moi, le curseur, c'est qu'on peut généraliser sans problème. C'est-à-dire qu'on peut passer en tout cas à la deuxième phase sans problème. Et puis, c'est concrètement, par rapport aux ces outils qu'on a mis en place de boussole, on voit très concrètement la progression, à un moment donné, sur des sujets qui étaient très bloquants, où les choses évoluent. Donc, du point de vue de l'institution, c'est-à-dire où l'enjeu, c'était de faire en sorte que ce papyrus soit approprié sans douleur, et au contraire avec sens pour les collaborateurs, de mon point de vue, j'ai l'impression que les choses sont plutôt réussies. Ce qui serait effectivement intéressant, c'est de pouvoir discuter avec le sens de la réussite pour les collaborateurs. Mais j'ai eu évidemment des retours intéressants sur l'outil Papyrus. Les collaborateurs étaient très réfractaires au départ, et j'ai pu dialoguer avec certains d'entre eux. Ils me disaient aujourd'hui, je vois complètement le sens de cet outil et ça m'aide dans mon travail. Évidemment que ça aide dans le travail, c'est une évidence, on l'a conçu comme ça. Sauf que si on n'en était pas passé par cette expérimentation, cet accompagnement au quotidien du dialogue, l'outil aurait été un blocage et un frein réel, et on n'aurait pas pu le mettre en place. Ça nous est déjà arrivé sur certains outils qu'on n'a jamais véritablement pu déployer, uniquement par blocage de départ des collaborateurs. Donc là, le fait que les outils soient utilisés à 100% en fait par les expérimentateurs démontre que de leur point de vue, ça fait aussi sens. Et donc pour moi, c'est une réussite des deux côtés. Voilà. Sur la question de la généralisation, enfin en tout cas sur la deuxième vague, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout eu de mal pour trouver des collaborateurs volontaires pour une deuxième vague et d'élargir vraiment le périmètre à 200 ou 250 collaborateurs. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ça a essaimé, en fait, et que les collaborateurs qui ont participé ont clairement été des VRP du sujet, quoi. Malgré eux, mais des ambassadeurs. Allez, le mot est plus sympa. De l'expérimentation. On n'a eu aucun problème pour trouver le... Voilà. Troisième sujet vraiment important, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau des managers. C'est-à-dire que on a eu cet échange lors de la préparation, mais sur le management des cadres administratifs, on est passé d'une ère où on demandait à des cadres de la fonction publique d'être des gestionnaires de services, des gestionnaires de dispositifs, donc des cadres techniques, si j'ose dire, à une ère, et sans les avoir du tout préparés à ça, où il faut qu'ils soient des managers très proches de ce qu'on demande à un manager dans une entreprise, avec du coup des compétences à déployer qui soient multiples, c'est-à-dire évidemment des compétences de gestion, mais des compétences de management d'équipe au sens motivation, leadership, donner du sens, créer les conditions favorables, savoir gérer les situations de crise, mais aussi des compétences en termes d'évaluation, de reporting, enfin bon, quand même qui ne s'inventent pas, quoi. Il faut quand même... Et on n'a pas accompagné ces gens à ces nouvelles fonctions. Voilà. Donc, on avait jusqu'à présent des managers qui étaient aussi sur la défensive, c'est-à-dire des gens qui sont mais sans avoir eu de la formation et donc avec certaines limites, etc. Et donc une implication avec les directions centrales mitigée, j'ose dire, ou toujours un peu
méfiante. Voilà. Et là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on a des managers qui ont totalement compris, qui se sont appropriés le sens, qui ont pu dialoguer avec la direction, faire en sorte que certains sujets évoluent. Ça, c'est très important aussi. On n'en a pas parlé, mais il faudra en parler sur l'attitude et le pouvoir d'agir en fait des uns et des autres. Voilà. Les managers se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire aussi passer des messages de leur côté. Et on a eu du coup, pour moi, une montée en compétences des managers au niveau du management que l'institution demande aujourd'hui. Voilà. Je me suis égarée peut-être, mais voilà. Vous avez des questions dans le fil, tout à fait, dans le fil de discussion, tout à fait intéressantes sur à la fois les outils et des souhaits de partage visuel, des questions de calendrier de mise en place qui sont quand même ouais, assez importantes pour qu'on comprenne mieux. Et puis la proportion de travailleurs sociaux spécialisés et polyvalents spécialisés dans votre département. Enfin, un ensemble, un petit bouquet qui pourrait être traité, je pense, qui sont des questions de compréhension aussi. Oui, ouais. Alors, sur le calendrier de mise en place, on a fait l'expé en 2019 et deuxième vague à partir de maintenant, la généralisation devrait avoir lieu fin d'année. Voilà. Généralisation sur l'ensemble des collaborateurs du pôle social. Voilà. On a, en termes de proportion, je pense que les pôles sociaux aujourd'hui représentent 20% des collaborateurs sociaux. Le reste est réparti dans les autres pôles spécialisés, autonomie, enfance et insertion. Sur les outils et sur la démonstration, peut-être que Dominique, vous pouvez, je ne sais pas. Il y a une demande, oui, c'est clair. Ouais. Je vais vous montrer une boussole, comme ça sera peut-être un peu moins mystérieux. Vous verrez, J'ai c'est l'impression. un outil assez intuitif. Alors, je vais partager mon écran. Tu peux le partager, Dominique. Donc, Pierre t'a donné l'autorisation. Super, voilà. Donc, ça, c'est pas ça. Donc, ici, voilà, une boussole. Je vais vous donner, c'est une petite présentation qu'on a fait au comité de pilotage. Je sais pas, vous voyez bien l'écran? Oui, je vais peut-être pousser ça un peu. C'est bon. Oui, c'est un outil qu'on utilise beaucoup au lancement de la démarche, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un petit groupe de professionnels de 7-8 personnes qui se posent en fait la question, les 4 questions qui sont autour de l'écran. Ce qui nourrit aujourd'hui ma satisfaction au travail, ce qui m'empêche aujourd'hui de faire un travail de qualité. Selon moi, hein, c'est très subjectif, c'est les sentiments en fait. Et là où il y a ça c'est pour le présent. Ensuite, quelle est l'opportunité ou quel est le risque dans le futur? C'est-à-dire dans toute la transformation, là en l'occurrence la mise en place de parcours, qu'est-ce qui va être une opportunité pour la qualité de mon travail et qu'est-ce qui va être un risque pour la qualité de mon travail? D'ailleurs, je vois qu'on a changé de slide là, je ne sais pas très bien pourquoi. Oui, voilà, ça c'était la méthode. Voilà. On va voir ensuite. Vous voyez un peu les 4 questions. Alors, en fait, on fait un double tour, c'est-à-dire que le petit groupe réfléchit chacun pendant 10 minutes à ces 4 questions. Ensuite, il y a un premier tour d'échange, un deuxième tour d'échange. C'est un rituel très pratiqué à l'ITMD. Et on voit émerger des déterminants. C'est-à-dire, c'est ce qui apparaît dans le slide suivant. Donc, par exemple, un déterminant, ça va être de dire, par exemple, ma relation à l'usager. Après un double tour, on a compris qu'il y avait généralement 7-8 déterminants, c'est-à-dire des déterminants qui fondent la qualité du travail du professionnel. Alors, chaque équipe fait ça, donc chaque métier va le faire à sa façon, et c'est après qu'on va regrouper ça par métier. Mais si vous voulez, c'est vraiment une auto-construction. Par exemple, là, on a la relation à l'usager. Ils vont dire, on comprend du double tour qu'au fond, c'est leur fierté principale. Ils vont dire, aujourd'hui, c'est une frustration, c'est une fierté très forte ici. Et puis, on pense qu'avec l'outil de contractualisation, ça va plutôt être une opportunité d'améliorer la relation parce que, par exemple, les données de l'échange qu'on a dans les entretiens sont à disposition, sont plus fiables que sur des post-it volants et tout ça. Et donc, ils ont mis le déterminant relation de l'usager ici, 20%. Et vous voyez que vous avez un ensemble de déterminants pondérés qui nous permettent de dire, grosso modo, aujourd'hui, subjectivement, la qualité de leur travail, ils l'estiment à plus 1, moins 1, sur une échelle de plus 5, moins 5. Et c'est ça qu'on mesure dans le temps. On a fait des mesures mensuelles
pendant 4 mois, on a pu, comme le disait Fanny, voir comment ça a évolué. Alors, donc vous voyez, ça prend à peu près 2 heures pour que chaque équipe s'équipe justement de son outil boussole, d'évaluation quantitative, de la façon dont elle vit son travail et de la façon dont elle voit son travail évoluer avec le projet de transformation. Voilà. C'est extrêmement intéressant, c'est intuitif, ça se fait comme ça rapidement et spontanément. Et après, avec ça, on a un outil en fait, d'évaluation embarquée du projet et de la situation. Alors, voilà un cas un tout petit peu anonyme, mais chez DTS, on voit la situation de départ est assez critique, enfin pas critique, mais assez. Il y a quand même plus de frustration que de fierté, si vous voulez, on le voit spontanément, il y a beaucoup de choses à gauche qui sont en frustration. La grande fierté, c'est la relation à l'usager. Et puis on voit qu'il y a par exemple, l'harmonisation des pratiques paraît une opportunité très forte, mais que la répartition des tâches entre administration et TS, par exemple, est quelque chose d'un peu qui est plutôt en risque. Alors voilà, vous voyez, on a pas mal de critères. Ça donne une lecture de la conduite du changement qui est très fine et évolutive. Voilà un peu un outil. Alors, je vais en profiter pour voilà, un exemple. Le papyrus, au départ, au 5 octobre, englobé ici. 3 mois plus tard, il est rendu ici, ce que disait Fanny, c'est-à-dire qu'au fond, l'appropriation par les expérimentateurs, beaucoup d'expérimentatrices, est très forte et ils voient ça comme une vraie grande opportunité d'améliorer leur travail. Alors que là, il y avait un petit peu un vague espoir et de la frustration. Là, on est passé du côté des fiertés. Et tout ça en un temps très court. Donc ça montre bien les expérimentateurs convaincus qui, du coup, ont été des promoteurs, finalement, qui ont permis la deuxième vague de volontaires de réussir. Et enfin, juste pour dire simplement, c'est un système où on va avoir un dialogue entre des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui sont choisis sans élection. C'est une méthode sociocratique hein, pour représenter leur équipe, qui viennent avec leur boussole et qui discutent avec des managers ou avec la direction, par exemple avec Fanny. Et donc, on priorise à ce moment-là des enjeux, on fait des avancées, on prend des décisions, on met en œuvre des actions concrètes et on recommence, après le forum d'écoute du départ, à mettre à jour les boussoles, généralement dans un rythme plutôt trimestriel, et on voit les avancées comme ça. Voilà le principe. Voilà. Je m'en tiens là pour la technique. Donc, en fait, ça demande un temps énorme. Enfin, c'est ça qu'il faut quand même aussi. C'est ça le sujet est dans les points pas améliorés, mais les questions que ça soulève, en fait. C'est un temps très important d'investissement à tous les niveaux. Voilà. Et en fait, c'est ça. Évidemment, la clé, c'est le dialogue. Et le dialogue, ça demande du temps. Mais comment on inscrit ce genre de démarche de manière un peu systématique dans un environnement institutionnel où on ne cesse de traiter des urgences et où les dossiers s'empilent et où les demandes de résultats se resserrent, enfin, en tout cas les demandes de résultats s'accélèrent et les temps pour fournir des livrables, etc., se resserrent. Voilà. On se rend bien compte qu'il est là. L'enjeu, c'est d'arriver à trouver, non pas comme dans une bulle, parce que cette expérimentation, c'était un peu une bulle, un peu un truc hors du temps qui nous a permis de déployer tout l'arsenal qui permet de dérouler, de reprendre confiance, de faire comprendre, etc. Mais c'est un temps colossal. On ne peut pas faire ça pour tous les dossiers, en tout cas dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Donc, comment on articule ça avec le temps actuel qui est un temps sur l'urgence d'aller vite, de produire vite et qu'on subit tous, hein, je veux dire, hein, ça c'est l'ère du temps, si j'ose dire. Donc ça c'est un vrai enjeu pour moi. Je suis sortie de cette expérimentation en étant encore plus convaincue que la clé, c'est le dialogue, il n'y a pas d'autre solution, mais en même temps avec cette question de comment on fait pour produire du dialogue qui ne soit pas aussi chronophage et aussi demandeur de temps, mais en étant toujours efficace. C'est un vrai sujet. Donc du coup, moi, ça m'a fait mûrir une réflexion au niveau du département sur, il faut quand même qu'on puisse se doter à un moment donné d'un service en interne de conduite au changement digne de ce nom.
en utilisant du coup les outils un peu modernes de concertation et de ce qu'on vient de voir là. Voilà, c'est une réflexion du coup qu'on est en train de poser avec la direction des ressources humaines, parce qu'on voit bien que l'accompagnement régulier des collaborateurs devient de plus en plus indispensable, d'autant plus que le monde se complexifie. Donc ça m'a permis d'aboutir là-dessus, mais je n'ai pas de réponse sur comment concrètement on va articuler tout ça. Il y a une deuxième question que ça a soulevé pour moi, c'est cette question autour de la capacité d'agir de chacun. Voilà, on se rend compte qu'en fait, souvent, les blocages et les ambiances un peu délétères sont issus du fait que les collaborateurs pensent qu'ils n'ont aucune action sur leur travail. N'ont aucune action sur... n'ont aucune possibilité d'influencer, en tout cas, les directions qui sont prises, les orientations qui sont prises, les réformes qui sont menées, etc. Il y a une forme de passivité un peu et de sensation de ne pas pouvoir agir. Ce qui était intéressant avec cette expérimentation, c'est que petit à petit, on s'est rendu compte que les collaborateurs ont un peu repris cette capacité d'agir. Alors après, ça pose un autre problème qui est où est-ce que, en tant que collaborateur avec ma fonction X ou Y, à quel niveau je peux agir? C'est-à-dire, quelle est ma latitude et quelle est ma marge de manœuvre? Et ça, on se rend compte que les choses sont pas claires et sont confuses pour tout le monde. Et que donc c'est une confusion en fait entre la dimension stratégique et la dimension des modalités ensuite d'action. Voilà. Et ça, c'est tout un travail aussi de pédagogie à reposer au moment du dialogue. Il y a un cadre stratégique qui est posé et ça, c'est une décision institutionnelle et on ne peut pas forcément le bouger parce que sinon on perdrait le sens complet. En revanche, au niveau des modalités d'action, au niveau de la mise en œuvre et des modalités très concrètes d'action de cette stratégie, il y a une possibilité pour chacun des collaborateurs d'intervenir et peut-être d'influencer avec des remarques étayées, avec des arguments qui font valoir la réalité du vécu, etc., de réorienter les choses. C'est ce qui nous est arrivé à quelques reprises où la stratégie avait été posée avec des modalités d'action. On se rendait compte que les modalités d'action n'ont pas été... étaient bloquantes à certains moments, n'étaient pas forcément très opérantes. Donc, il y a eu un retour des collaborateurs pour dire mais ce sujet-là, en termes de modalité, ça ne marche pas. Bon, et bien, du coup, on a pu évoluer. Et donc, ça induit chez les collaborateurs de pouvoir se ressaisir de cette capacité d'agir. C'est très important. Mais une capacité d'agir qui doit toujours aussi être expliquée. À quel niveau se situe cette capacité d'agir et jusqu'où on peut aller. Voilà, on n'a pas tout pouvoir, où que l'on se situe d'ailleurs, dans n'importe quelle fonction. Et c'est important d'avoir une clarté sur la latitude que j'ai dans ma fonction. Et voilà. Et ça, c'est important. C'est important parce que vraiment, les collaborateurs aujourd'hui sont dans une forme de passivité et donc de subir des choses. Et c'est contre-productif aussi pour toute l'institution, en fait. Et je peux apporter un petit éclairage là-dessus. C'était parce que l'on était un peu aux premières loges sur toutes ces questions. C'est très intéressant de voir comment, effectivement, la question de la modalité de la stratégie est interprétée de façon quasiment individuelle par chacun des acteurs. Alors, passivité ou fatalité, c'est-à-dire les gens imaginent effectivement que toutes ces modalités dont on leur parle sont de la stratégie. Par exemple, je sais pas, le fait qu'on doit signer au bout de 4 rendez-vous, ben ça, c'est de la stratégie. En fait, c'est pas de la stratégie, a priori, c'est de la modalité. Mais si vous voulez, il y a des managers intermédiaires, par exemple, qui trouvent une légitimité, à la limite, et une loyauté à promouvoir des modalités comme de la stratégie, en disant on ne discute pas, histoire de aussi d'être homogène. Et la fameuse question de l'homogénéité. Et quand vous rajoutez, si vous voulez, de la conception centrale assimilée à de la stratégie, des managers qui relaient et qui cherchent l'homogénéité, et les gens qui aiment beaucoup d'ailleurs l'homogénéité, ben vous arrivez à la base avec une sorte de système taylorien où il faut juste exécuter, quoi. Et donc, alors qu'en réalité, surtout dans une phase d'expérimentation comme ça, il y a beaucoup de choses qui relèvent des modalités qui ne sont pas de la stratégie.
Et en fait, personne ne sait très bien. Et pour vous dire franchement, Fanny, si vous m'autorisez à le dire, je pense que chaque personne interprète les choses à sa façon. Pour le directeur, le DG Assol, pour vous, Fanny, pour les managers, chacun se demande si la stratégie, c'est finalement d'aligner tout le monde sur une pratique unique ou si c'est de faire réfléchir tout le monde pour mettre en œuvre une stratégie. Voilà. Et ces espaces de discussion, ces espaces de groupe miroir sont exactement l'endroit où en fait on se frotte sérieusement pour révéler en fait si c'est de la stratégie ou c'est de la modalité. Je vais donner juste un petit exemple, puis je terminerai là-dessus. Et pour rebondir sur ce que vient de partager Dominique, afin que les membres de notre petit collectif puissent ne pas interpréter ce qu'ils souhaitent interpréter et chacun un petit peu dans son coin, je vous propose de... À la fois, il y a eu pas mal de commentaires à l'écrit, et probablement certains membres du conseil d'orientation ont des questions. Donc, si vous êtes d'accord en termes de timing, je peux peut-être passer la parole et poursuivre la transition à Viviane pour qu'on prenne un petit peu les réactions de notre collectif et les interrogations, et pour ensuite animer le débat sur cette expérience d'une grande richesse. Si on reprend le fil, il y a beaucoup de questions depuis, voilà, depuis un moment. Et il y en a une qui est directement liée d'ailleurs à ce que, du coup, je ferais bien le rebond avec ce que évoquait Dominique, qui est sur, finalement, vous évoquez, enfin en tout cas du côté de Dominique, stratégie et puis mise en œuvre ou quelque chose comme ça. Il y a une confusion entre les deux. Je comprends bien, mais il y avait quand même une question sur l'incidence de la conduite de ce changement et de ce projet sur l'ajustement de la stratégie. Je la vois dans le fil de discussion et elle me paraît, à la fois il faut distinguer et elle me paraît intéressante quand même. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une question que je relève dans le fil qui me paraît directement liée à ce qui était juste évoqué là. Donc, pour moi, la stratégie ne peut pas être modifiée ne peut pas être modifiée. La stratégie, pour moi, c'est vraiment le cap que l'on donne, c'est le sens qui est posé dès le départ. Si vous changez le sens en cours de route, si vous changez le cap, on n'y comprend plus rien, quoi. Je veux dire, on peut pas. Enfin, la stratégie, normalement, relève d'une vraie réflexion fournie, étayée, qui fait sens, qui tient le tout, en fait. La stratégie, pour moi, c'est fondamental. Voilà. Et ça ne peut pas être modifié en cours de route. Sinon, il y a un truc qui ne fonctionne pas. En revanche, les modalités que peut prendre les actions pour répondre à une stratégie peuvent, pour le coup, évoluer. Mais on est bien sur les modalités de mise en place, le plan d'action, en fait. Le plan d'action, un plan d'action qui est construit pour répondre à une stratégie, peut tout à fait évoluer. On peut avoir un plan d'action qui se construit dans le temps et qui est tout à fait différent et qui pour autant va répondre de la même manière à ce que pose la stratégie comme cap d'orientation. Voilà. Il y a une multitude de plans d'action que l'on peut inventer pour répondre à une seule et même stratégie. Et c'est ça qui peut évoluer. C'est ça qui doit évoluer d'ailleurs, parce que le plan d'action, il est souvent pensé a priori, et puis après, il y a des principes de réalité qui se posent, et on voit bien que telle action pensée ne marche pas dans le réel. Telle action pensée et voire même contre-productive parce qu'il y a des effets qu'on n'avait pas imaginés et qui dans son application ça marche pas. Bon. Donc il faut changer ces actions. Les actions, elles doivent changer. Les modalités, elles doivent pouvoir changer. La latitude des collaborateurs, elle se situe à ce niveau-là. Voilà. Et c'est ça qu'on cherchait. Enfin, moi, c'est ma position. Hein, ça n'engage que moi. Peut-être intéressant sur ce point-là, puisqu'on voit qu'à la fois il y avait eu des questions, de faire un rapide tour de table en essayant de, comme nous sommes très nombreux aujourd'hui, ce dont on se réjouit, en essayant d'avoir des temps de parole assez courts pour permettre. Cédric, je puis la prendre là? Oui, Christian Guibert, oui. Non, non, c'est parce que moi je trouve que ce débat, c'est le débat absolument central. Et vous l'avez dit dans votre présentation,
en fait, vous dites tout le monde veut essayer d'y toucher à la stratégie. Moi, j'étais de la direction générale d'Orange et je m'occupais de toutes les évolutions sur Orange. On avait exactement le même problème. Moi, non, en fait, je dis exactement le même problème, mais en même temps, c'est justement ça qui fait l'opportunité. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les gens interrogent la stratégie, mais ils l'interrogent d'un point de vue pratique. Donc, ils l'interrogent dans les modalités. Et la grosse question qui est posée derrière, moi, je ne suis pas du tout contre ce que vous dites. Quand vous dites, par exemple, la définition de la fin, c'est-à-dire ce vers quoi on veut aller, c'est évident que ça s'appelle d'ailleurs en stratégie l'état final recherché. C'est ça, on peut guère y toucher. Par contre, automatiquement, quand on touche les modalités, c'est-à-dire ce que vous appelez le plan d'action, on touche la conduite stratégique. Et je pense que ça rejoint un misfit sur la question stratégique. En fait, on réduit la stratégie aux fins, alors que le problème, c'est que la stratégie, c'est le rapport fin-moyen. Donc, automatiquement, les modalités sont dans la stratégie. Et là, ça pose un problème conceptuel. On a toujours séparé stratégie de tactique. Et on voit apparaître depuis à peu près 40 ou 50 ans, je pense au bouquin de Desportes sur Décider dans l'incertitude. Desportes, c'était le patron de l'école de guerre. Où en fait, on voit apparaître une instance entre la stratégie et la tactique qui s'appelle l'opératique, les opérations. Et en fait, c'est l'endroit où justement, ce que font les gens sur la transformation des modalités pour aller vers la fin, c'est là que ça s'articule pour être capable de changer. Il faut partir du point de vue que la stratégie, c'est le rapport fin-moyen. Donc, ça intègre la question de la modalité. Je le fais exprès pour que ça pose la question, parce que moi, je pense vraiment, au bout de 45 ans d'expérience, aussi bien à la RATP qu'à Orange, que quand on rate ça, on se met en difficulté. Pour partager des questions en lien dans le fil de discussion, les orientations stratégiques sont-elles clairement définies et exprimées pour faire cadre collectif? Donc ça, c'est une question. J'en rajoute une. Quand on parle de stratégie, on parle d'horizon temporel. De quel horizon temporel parle-t-on? Est-ce qu'il y aurait sur cette thématique d'autres interrogations, soit qu'on aurait écrasé dans le fil de discussion, parce qu'il y a beaucoup de questions, soit des personnes qui souhaiteraient prendre la parole avant de laisser Fanny partager son expérience? Je vous remercie, Monsieur Guibert, parce que voilà, vous rajoutez évidemment de la nuance à ce que je dis. Évidemment qu'il faut nuancer, que les choses sont pas aussi cloisonnées que ça. Il n'y a pas d'un côté la stratégie et de l'autre côté le plan d'action. Mais là où on en est aujourd'hui en termes de maturité de l'ensemble des collaborateurs sur ce qu'est une stratégie et sur ce qu'est un plan d'action et où je me situe dans tout ça, vous voyez, c'est aussi ça. C'est qu'on en est à un temps, un moment où il faut d'abord faire mûrir l'ensemble des collaborateurs, tous, et y compris, enfin tous, c'est-à-dire ce que vous apportez montre bien que à tous les niveaux, on doit mûrir ça, mais on doit faire mûrir cette question-là auprès des collaborateurs, parce que moi, je constate tous les jours que cette confusion totale entre le sens global, la stratégie, puis ce qu'on va mettre en place au quotidien, etc., pour répondre, le fait que quand on y répond au quotidien, on perd complètement de vue à un moment donné quel est le sens de départ et on ne sait plus. Voilà. Bon. Il y a une vraie responsabilité collective à faire mûrir et à faire monter en compétence l'ensemble des collaborateurs d'une organisation sur c'est quoi une stratégie, c'est quoi un plan d'action, c'est quoi les modalités et dans tout ça, quelle est ma part d'action, ma capacité d'agir, on y revient à ce sujet. Et sincèrement, je pense que les organisations aujourd'hui sont pas du tout mûres et tout le monde fait comme si tout le monde parle de stratégie, tout le monde parle de plan d'action, et en fait, c'est un blougi-boulga, je ne sais pas comment vous dire, mais qui fait qu'à un moment donné, personne ne se comprend. Enfin, voilà. Moi, je considère que la stratégie,
ne peut pas évoluer tous les 4 matins parce que sinon on n'est plus dans un axe stratégique. On parle bien de finalité, mais avec toute la nuance que vous avez apportée, bien évidemment, j'ai pris en note les références bibliographiques que vous donnez parce que ça m'intéresse énormément. Voilà, donc j'ai pas une réponse à vous apporter, si ce n'est que évidemment il faut nuancer. Mais il faut faire mûrir les collaborateurs autour de ces sujets parce que sinon c'est la confusion généralisée et du coup le blocage. Alors ce qu'on fait au niveau de la direction, comme nous-mêmes en tant que direction, on n'a pas une clarté absolue sur ce qui relève de la stratégie et ce qui relève de plutôt la mise en œuvre, on a la tentation de tout border, c'est-à-dire la stratégie, le plan d'action, et de rigidifier l'action en disant c'est tout le package que vous prenez ou rien. Voilà. Évidemment, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche plus, en tout cas. Ça marchait il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où il y a une demande d'horizontalité qui est ultra forte. Et c'est très, très intéressant d'aller sur cette horizontalité. Mais on ne peut pas non plus supprimer la verticalité. C'est impossible. Donc, c'est aussi ça que ça parle. Ça parle de ça. Ça parle de ce rapport à retrouver entre une verticalité qui est nécessaire et une horizontalité qui est hyper féconde, si j'ose dire, qui je ne sais pas comment exprimer autrement, mais voilà. Et on est toujours en période de transition, on ne sait pas encore faire ça. On ne sait pas. Voilà. Et je parle pour moi en particulier, je ne sais pas faire encore ça, c'est clair. On dérive un peu peut-être sur les sujets, mais en fait… Il y a en commentaire la question du portage politique de l'expérience que vous avez menée et j'en profite également pour partager un élément, c'est que cette question de la stratégie, de l'art opératoire et de la tactique est aussi à émerger à un moment, et quand on parle de stratégie, enfin je vais l'apprendre à personne, hein, on parle principalement de stratégie guerrière à la base, et cet ajout a émergé à un moment où la guerre avait muté, c'est-à-dire qu'on était passé d'une guerre de bataille, où il s'agissait de gagner une bataille et c'était terminé, à une guerre où en fait les capacités des États étaient telles qu'on ne gagnait pas la guerre en gagnant une bataille. Et donc ça voilà. Et ça pose, alors, indépendamment de la métaphore guerrière qui est toujours un peu malheureuse, ça pose la question, et je fais le lien avec ce que vous avez évoqué, de la place dans les organisations de nouveaux espaces permettant de gérer de nouveaux enjeux. Vous avez évoqué vos interrogations sur le fait de réintégrer au niveau du secrétariat général une cellule, alors cellule innovation, cellule, on pourrait dire, alors l'accompagnement du changement, transformation, etc. Mais il y a peut-être une piste ici, en tout cas, peut-être pour permettre un portage politique différent, peut-être pour questionner, je reprends des questions dans le fil de discussion, hein, la place et l'importance des ressources humaines dans le projet. Enfin voilà, donc je vous redonne… En termes de portage politique, dans la mesure où c'était quand même une réforme très interne, enfin en tout cas un projet très interne qui relevait des pratiques professionnelles en fait des collaborateurs, on n'a pas eu la nécessité d'avoir un portage politique fort. Vraiment, c'était une réforme d'organisation qui touchait les pratiques professionnelles et l'organisation des solidarités en interne. Donc, on n'a pas eu… ça changeait rien pour l'usager. En tout cas, c'était transparent pour l'usager qui continue d'avoir son travailleur social avec qui il peut résoudre ses problèmes et ses besoins sociaux. Donc, pas de portage politique fort pour cette expérimentation-là. En revanche, la direction des ressources humaines a été très fortement impliquée, évidemment. On parle de conduite au changement et donc on parle de modifier les postures, les appréhensions, etc. des collaborateurs. Et donc, à tous les niveaux, la DRH a été impliquée. On a mis en place une gouvernance du projet classique, hein, mais qui fonctionnait bien, avec évidemment le classique des comités de pilotage, des comités techniques, etc., mais qui a un rythme très soutenu
a bien fonctionné. Parce que, encore une fois, je reviens là-dessus, je pense que c'est le temps qu'on y met et le rythme de travail relativement soutenu que l'on maintient qui permet la réussite. Il y a vraiment un truc à caler dans le temps, dans le rythme de travail. Je pense que c'est vraiment un facteur important de la réussite des projets. Si le projet met 3 ans pour se dérouler avec des groupes miroirs qui sont espacés, etc., ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Il faut trouver, le temps nous permet de lier en fait les choses. Donc, dans le lien de l'implication des ressources humaines, on a une question sur la relation au syndicat dans cette conduite de changement. Est-ce qu'il y a… Dans une phase d'expérimentation, pour le coup, où les règles du jeu étaient posées très clairement, hein, si ça fonctionne, on peut généraliser, si ça ne marche pas, on laisse tomber. Donc, dans la phase d'expérimentation, on n'a effectivement pas eu de contact direct avec les organisations syndicales. Ça a été un peu conçu comme un incubateur de quelque chose, si vous voulez, avec vraiment la possibilité d'ajuster les trucs, etc. Donc, on n'a pas eu… Voilà. On aura évidemment un débat avec les organisations syndicales si l'expé est généralisé et que, du coup, ça donne lieu à un débat en CT, en fait, hein, aussi. Pour l'instant, on n'a pas travaillé très étroitement avec les organisations syndicales sur ce point. Et du coup, moi, je me permets, alors, c'est une incise et puis je vous passe la parole, mais je me permets juste de creuser un tout petit peu cette question. Du coup, alors, non seulement des relations avec les syndicats et puis des temporalités de l'action qui ne s'inscrivaient pas dans les structures de l'action syndicale, et on le comprend très bien, mais je trouve qu'en arrière-plan, la question de l'implication des syndicats dans cette conduite du changement du travail, de la transformation du travail, elle est profonde et elle traverse toutes les organisations. Donc, du coup, voilà, ça me paraissait, si vous avez un point de vue, du coup, ce n'est pas en termes stratégiques, mais c'est sur un horizon d'implication. Et puis après, on passera la parole qui a été demandée à Florence. Contente que vous posiez la question. Je vais peut-être avoir une réponse un peu provoque. En théorie, moi, j'adorerais pouvoir travailler avec les organisations syndicales très en amont et que ça fonctionne avec les organismes représentatifs des collaborateurs. Mais ça implique d'abandonner les postures, d'abandonner les jeux de rôle, d'abandonner finalement les enjeux politiques qui se jouent ailleurs et qui souvent instrumentalisent du coup un dossier. Et ça, pour l'instant, moi, j'ai jamais réussi à sortir de ça. C'est quand même problématique, hein. C'est-à-dire que on peut avoir un dialogue très ponctuel avec les organisations syndicales, très constructif sur quelque chose de vraiment très ponctuel. Et en fait, après, une fois que les choses doivent se généraliser, etc., on remarque que les postures se remettent en place, les jeux de rôle, etc., et qu'on ne sort pas de ça, en fait. Donc, quand on parle de maturité des collaborateurs sur certains sujets, il y a aussi, je pense, une vraie maturité des organisations syndicales et de toute façon, d'une manière générale, de la politique en général, d'évoluer. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, on se rend compte qu'en fait, du coup, on est obligé de squeezer certains corps représentatifs, ce qui est hyper dommage parce que quand même, si ça existe, c'est que ça apporte des choses et que ça permet de faire levier dans les transformations normalement. Et là, on se rend compte que ça marche plus du tout. Donc, on est obligé d'en passer par directement les collaborateurs, comme directement les citoyens, la démocratie participative et tout ça, c'est la même chose. De squeezer les corps intermédiaires pour pouvoir avoir un résultat un peu productif et voilà, qui sortent des jeux de rôle. Donc, je suis désolée, je sais que c'est un peu provoque. Comme d'habitude, hein, les choses, je l'ai dit de manière un peu caricaturale. Hein, c'est évidemment pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais c'est ce que, s'il faut donner une tonalité, voilà.
je dois… Dans la série peut-être de la provocation, et pour rebondir, sociocratie et représentation syndicale, 3 petits points, je veux dire, relations compliquées. Ça pose quand même une question, effectivement, c'est qu'on voit que la manière dont vous avez, quand je dis vous, c'est le sens large, hein, animé, ça fait une large place à la participation des travailleurs sociaux, et donc on peut se demander dans quelle mesure elle vient remplacer la représentation, donc et du coup la représentation syndicale, avec ce débat extrêmement traditionnel, hein, est-ce qu'on discute du travail, de la manière dont il se fait, ou est-ce qu'on discute de l'emploi? Donc on va avoir cet écho-là. Je pense que Viviane, en posant sa question, a pu l'avoir à l'esprit. Mais en parallèle, et là c'est pour être un peu taquin et susciter la discussion, on peut se demander dans quelle mesure, alors même qu'on remet en cause quelque part une certaine représentation syndicale, on ne remettrait pas en cause une certaine représentation dans la définition de la stratégie. Pourquoi s'interroge-t-on sur la pertinence de la représentation syndicale et ne s'interroge-t-on pas dans la définition de la stratégie? Désolé Fanny, je ne pouvais pas ne pas la faire celle-ci. Tout à fait. Je pense que vous avez raison sur… Alors, on doit pouvoir influencer la stratégie, mais sur du long terme. Encore une fois, je reviens sur cette question de facteur temps. On ne peut pas influencer ou modifier une stratégie tous les 4 matins. Voilà. Pour moi, c'est parce que sinon, toute la structure s'effondre. Normalement, tout doit être posé sur une finalité, un sens clair et un cap qui est donné et le cadre. Et c'est ça, c'est ce cadre-là qui induit tout le reste. Donc, on ne va pas changer tous les 4 matins le cadre parce que sinon, ça devient du sable mouvant et voilà. En revanche, sur le long terme, donc c'est toujours pareil, c'est question de temps, de temporalité très longue, évidemment que la stratégie, elle va forcément évoluer. Pourquoi? Parce qu'il faut bien tenir compte de la réalité, de l'environnement qui évolue, etc. Et le cadre se modifie. Mais donc, c'est un cadre qui doit être souple, pas rigide, évidemment, parce que ça ne marche plus dans les sociétés actuelles, de toute façon, la rigide, d'accord? C'est un cadre souple, mais qui se modifie doucement, tranquillement, sur des temps très longs. Voilà, c'est comme ça que je conçois les choses. Voilà. Sur la question de la représentation syndicale, on est plutôt sur… je pense que les organisations syndicales, comme les organisations politiques, n'ont pas encore intégré, mais ce n'est pas leur faute, hein, c'est comme ça, c'est les organisations professionnelles, enfin les institutions, toutes les organisations, tout ce qui fait système aujourd'hui n'a pas intégré encore cette nouvelle manière, cette ère un peu nouvelle qui doit faire appel au vertical et à l'horizontal. Voilà. Et on n'a pas réussi encore à intégrer ces nouvelles modalités-là, verticale, horizontale. On n'a pas réussi à… Voilà. Et on est en période de transition. Donc, en fait, on est sur des demandes de collaborateurs qui sont déjà sur du vertical horizontal et on a des organisations, quelles qu'elles soient, syndicales, politiques, institutionnelles comme le département, qui n'ont pas encore intégré cette dimension-là dans une nouvelle manière de produire l'action. Voilà. Et donc, il y a un hiatus, quoi, en fait. On est en période de transition, je pense. Il y a peut-être un point qui est intéressant dans l'expérimentation, enfin, dans la démarche. C'est une initiative qu'ont pris les managers de proximité de créer une communauté transverse horizontale. Ça ne leur a pas été demandé. Et spontanément, ils ont créé une communauté de 18 personnes. Ils se sont organisés, structurés, une sorte de réseau. Et ça a été une des conséquences, en fait, parce qu'il faut le dire aussi quand même rapidement, les managers, au bout de 4 mois, le département a décidé de territorialiser l'animation de la conduite du changement. Autrement dit, ce sont les managers de proximité et leurs patrons responsables de pôle qui aujourd'hui font tourner l'accompagnement du changement. Dans le cadre de l'expérimentation, Dominique. Hein. Dans le cadre de l'expérimentation, oui. Mais ça les a conduits, par exemple, à s'entraider d'un territoire à l'autre, à travailler de plus en plus ensemble, à faire connaissance, et ça a généré la création d'une communauté d'échanges pratiques, de coopération et tout ça, assez ambitieuse. Et c'est un exemple, je trouve assez frappant, de tissu horizontal qui
qui a été un peu suscité, mais qui ensuite s'est développé. Oui, qui se met en place. Ouais. Et sur la verticalité, ben, on a fait nos fameux groupes miroirs, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une émanation. Hein, c'est un peu comme ça s'est fait chez Renault avec Clos et tout ça, mais une émanation, on a pris l'élection sans candidat de la sociocratie qui rencontre donc des dirigeants, des managers, etc. Et effectivement, il y a la vraie question de la place des syndicats dans ce système-là. C'est-à-dire qu'un jour, il faudra quand même leur en parler. Chez Renault, c'était un gros sujet avec la CGT, la fameuse coopération conflictuelle qu'ils acceptaient, et les partenaires sociaux étaient dans le dispositif. Donc, bon, voilà, c'est des questions de maturité, de réalité et tout ça, mais je crois qu'il faut garder ça en tête, quoi. Un jour ou l'autre, il faudra quand même leur parler de tout ça, quoi. Alors, pour partager, hein, pour donner la voix à des commentaires qui, du coup, relancent un petit peu nos discussions, il y avait un premier point qui était sur le caractère mouvant de la stratégie et sur son lien au portage politique. Donc, vous parlez d'un sujet sur le caractère mouvant de la stratégie parce que vous n'avez pas de portage politique, point d'interrogation. Je rajoute quelques éléments, hein, mais plus pour susciter des réactions. On voit aussi que vous êtes dans une structure particulière où effectivement il y a un poids du politique au sens où l'administration n'est que l'outil du politique. Et de notre côté, on voit bien que n'est que l'outil du politique. Si l'outil ne marche pas, ben ça n'est pas possible. Donc là, on retrouve des débats qu'on a eus. La question de cette stabilité à long terme de la stratégie, j'imagine, mais là je parle sous votre contrôle, rythmée par des échéances électorales aussi qui font que par nature ça peut évoluer ou pas, mais en tout cas il y a ce débat-là. Et il y a une question plus précise sur les méthodes d'animation de la communauté de managers. Donc là, on saute. Et une question également plus précise, mais enfin, on voit que le détail se mélange à la stratégie et je pense que c'est ça qui importe. Une question plus spécifique sur l'outil Papyrus. Je vais arrêter, parce que là, je pense qu'on a fait une petite synthèse de la totalité des questions et simplement vous indiquer que traditionnellement, le CO se termine à 10 heures, donc certains de nos membres ont conservé cet horaire, donc que notre collectif ne soit pas surpris si on reste entre nous progressivement. Mais voilà, pour la plupart, on peut rester jusqu'à 10h30. Et voilà. Donc, le politique, l'animation de la communauté des managers et l'outil Papyrus. Et on pourrait rajouter, Cédric, les groupes miroirs. Je ne retrouve pas dans le fil, mais il y avait une discussion un peu sur technique, entre guillemets, sur les groupes miroirs, si je ne me trompe pas. Il y avait une demande d'explication plus avant des groupes miroirs. Là, on aura fait un peu le tour. Un peu. Rien que ça. Un tout petit peu. Sur le caractère mouvant de la stratégie, j'ai peur de ne pas comprendre exactement la question. Je crois que c'est M. Coudray qui… Alors, il a dû nous quitter, donc parti, ça va être difficile du coup de spécifier si… Parce que justement, pour moi, je considère que la stratégie n'est pas mouvante. Enfin, en tout cas, je pense que je me suis peut-être mal exprimée, mais… Il disait, je crois, est-ce que la stratégie mouvante est induite par le manque de portage politique? Je crois que c'est ça qu'il disait. Exactement. Moi, je considère pas que la stratégie doit changer tous les 4 matins, je le redis, hein, et que le cadre de la stratégie peut être mouvant pour plus pour plus de fluidité. Oui, il faut nécessairement que sur le long terme, sur le très long terme, la stratégie puisse un peu évoluer, donc que le cadre puisse s'assouplir et s'adapter à l'environnement qui est changeant. Mais on voit bien qu'on est sur de la longue temporalité. À court terme, la stratégie ne doit pas changer. Voilà, je reste sur ma position. Donc peut-être que je me suis mal exprimée, que M. Coudray n'avait pas compris.
Sur la question des groupes miroirs et pas des groupes miroirs, peut-être Dominique, vous voulez en dire un mot un peu plus technique. Ok, alors si vous voulez, c'est un rituel très important. On l'a fait tourner d'ailleurs à un rythme élevé parce qu'il y avait un développement de papyrus en mode agile, ce qui permet, vous voyez, de faire des versions successives. Mais sinon, c'est plutôt un rituel trimestriel traditionnellement. Il faut imaginer que c'est la rencontre entre des personnes qui émanent des équipes, donc qui ont été finalement choisies par leurs collègues pour être leurs représentants. On appelle ça généralement des ambassadeurs. Et les parties prenantes des métiers. On fait généralement des groupes miroirs. Alors, ça, évidemment, il faut les paramétrer, mais on les fait généralement par métier. En tout cas, dans le département, on les a fait par métier. C'est-à-dire les TS, les assistants administratifs, et il y a les parties prenantes de ces métiers. Par exemple, dans celui des AA, il y a des travailleurs sociaux qui sont là, parce que ce sont des parties prenantes du travail des administrateurs sociaux. Donc la transversalité se fait, autrement dit, dans le groupe miroir, à travers cette notion de partie prenante. Et il y a des représentants du métier qui viennent discuter. Alors en fait, tout le monde est très préparé, puisque quelque part, il y a eu ces fameuses boussoles qui ont donné finalement les déterminants problématiques, les frustrations principales, tout ça est quantifié. Le petit groupe des ambassadeurs se réunit avant pour passer de la logique un peu, si vous voulez, émotionnelle de fierté et frustration à l'identification des besoins qui sont nourris ou qui sont frustrés pour arriver à des demandes. Donc, on suit là psychologie de Rogers, enfin des choses assez basiques, et les demandes sont concrètes, positives, négociables, voilà, selon la bonne logique. C'est un peu de la CNV aussi pour ceux qui connaissent. Et ils élaborent leurs principales demandes. Et c'est ces demandes-là qui sont instruites dans le groupe miroir, dans ce qu'on appelle le groupe miroir, ou qu'on appelle parfois le conseil des métiers, le conseil du travail social dans un autre département. Chaque client nomme ça, c'est un conseil du travail, on va dire. Et il y a donc l'apprentissage, alors que vous êtes dans un lien hiérarchique, finalement d'un débat à parité. C'est-à-dire, même si certains sont plus chefs que d'autres, il y a, si vous voulez, une controverse parce que chacun finalement a une forme d'autorité, l'autorité du réel, du terrain, et l'autorité de l'institution, qui se valent finalement d'une certaine façon et qui se frottent et qui produisent de la décision et de la priorisation en disant, bon, bah, ok, on va travailler sur tel sujet en priorité avec tel cadrage. Et c'est là où il faut absolument que la direction ne soit pas dans une démarche participative molle, renonçant à l'expression de sa stratégie, parce que là, on rate tout. Et c'est là où je rejoins complètement Fanny, c'est-à-dire c'est à partir du moment où la direction tient sa stratégie et n'est pas dans du participatif mou que ça peut marcher. L'erreur serait de dire merci, on vous a écouté et puis qu'on s'en aille. C'est parce qu'il y a, entre guillemets, un peu controverse, ça peut même monter un peu en ton, que en fait, c'est vraiment intéressant. Alors, il ne faut pas non plus être psychorigide d'un bord ou de l'autre, mais nous, ce qu'on observe, c'est qu'après une confrontation claire des points de vue différents, il y a une vraie controverse et qu'il se passe à ce moment-là quelque chose, un dénouement assez malin. C'est passionnant. Voilà. On terminerait là-dessus. Toujours pour partager hein, les commentaires. Donc, il y a un élément de Florence qui précise peut-être la remarque de Jean-Yves, qui était sur la remise en cause du long terme du fait des alternances politiques. Il y a une question sur la création d'un comité local du travail social afin de poursuivre cette démarche. Donc, le poids de l'État dans la détermination des stratégies des collectivités ne vient-il pas complexifier l'appropriation de celles-ci par les collaborateurs? Donc, on est sur les différentes strates administratives et leurs relations. Et il y a la question du comité local du travail social pourrait être le pendant d'un groupe d'accompagnement au niveau central. Oui, oui, c'est très intéressant. Il faudrait pouvoir étayer un peu le contenu de ce comité, mais oui, je pense que c'est évident que ça doit être le miroir encore une fois de ce qui peut être posé au niveau du central, bien sûr. Et organiser ces allers-retours qui sont absolument nécessaires.
Je peux peut-être dire un mot sur l'outil Papyrus, qui est un outil métier en fait, hein, vraiment, qui est un outil métier qui intègre la logique de parcours usager, qui intègre la logique d'abord de diagnostic de la situation, donc d'évaluation de la situation, puis les modalités d'action pour résoudre une situation qui a été identifiée, comment et qu'est-ce qu'on met en place comme étapes successives pour résoudre la situation, avec l'idée d'un contrat entre l'usager et le travailleur social. Voilà. Contractualisation, qui est un vrai parti pris par le département, qui se fait déjà dans d'autres politiques prioritaires, comme l'insertion. On a bien un contrat avec les bénéficiaires du RSA qui s'appelle le CER, le contrat d'engagement réciproque. On a bien un contrat qui se met en place au niveau de la protection de l'enfance, puisque quand on a des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, on met en place ce qu'on appelle un PPE, un plan personnalisé pour l'enfant, qui est un contrat avec la famille pour améliorer la situation et sortir de l'ASE en tant que tel. Eh bien, de la même manière, on a considéré que le travail social polyvalent, moins spécialisé, plus polyvalent, doit faire l'objet d'un contrat d'engagement réciproque aussi avec l'usager. C'est une manière pour le département de parler aussi dans le travail social des droits et devoirs. C'est ce qu'on pose dans le contrat d'engagement réciproque au niveau du RSA, de le transposer sur le travail social plus polyvalent. La moindre des choses, c'est l'implication, d'une manière ou d'une autre, au niveau où c'est possible, parce que l'implication active des usagers est totalement hétérogène, hein. Ça dépend qui on est, ça dépend d'où on en est dans sa vie, ça dépend de les revenus qu'on a, la cellule familiale, etc. Tout ça est très complexe, on reste dans de l'humain bien évidemment, mais d'une manière ou d'une autre, il y a une implication active qui est demandée à l'usager. Et cette implication-là active, elle est donc contractualisée dans un contrat, voilà, qui est intégré à cet outil Papyrus. Donc l'outil Papyrus, c'est à la fois un outil qui nous permet d'activer ce lien avec l'usager, avec le contrat, et en même temps, c'est un outil de gestion pour le travailleur social qui inscrit les différentes étapes et qui peut réajuster son action au fur et à mesure des étapes passées ou des étapes qui ne sont pas passées, donc qui sont bloquantes, bloquées, et on réinvente une action, une nouvelle action pour essayer de sortir de la situation. Alors, donc c'est à la fois un mode de gestion un outil de gestion pour le travailleur social et un outil vraiment de contractualisation avec l'usager, et ça nous permet du coup, nous, au niveau de l'institution, une meilleure traçabilité quand même de ce qui est fait en termes d'actes sociaux dans le département, et donc d'évaluation, de mesures d'impact, même si tout ça est toujours très, très complexe dans l'humain, hein, bien évidemment, avec toutes les précautions qu'on peut prendre, mais quand même, cette logique d'évaluation qui est derrière. Voilà, je pense que c'est un peu plus clair, mais... Alors, toujours sur l'outil Papyrus, ce que je crois entendre, mais ça c'est que c'est un outil qui a une technologie informatique, mais peut-être oui, c'est numérique, tout à fait. On sent, donc on voit qu'effectivement il y a l'outil avec sa technologie informatique, et à côté de ça il y a eu des démarches d'animation sur base de boussole, qui est un autre type de technologie. Des questions très très spécifiques, mais qui peuvent être particulièrement importantes. Sur l'outil Papyrus, a-t-il été décidé de déployer en lien avec le référent parcours? Donc, cette question de référence de parcours, elle est vraiment importante. Et elle s'est posée évidemment dans l'outil Papyrus. Elle s'est posée immédiatement. Mais on est en train de la traiter un peu de manière parallèle. Pourquoi? Parce que quand vous avez des pôles spécialistes, dont le pôle social, hein, qui est donc considéré comme un pôle spécialiste, vous avez quand même des usagers qui sont cloisonnés, enfin en tout cas dont le risque c'est de les cloisonner dans un pôle d'expertise. Or, 90% du temps, les usagers ont de multiples problématiques. Et donc sont susceptibles de passer d'un pôle à l'autre, d'une spécialité à l'autre, au cours du temps d'accompagnement. Et ce passage d'un pôle à l'autre,
Il est très compliqué. En fait, on se rend compte qu'une fois que l'usager est dans un pôle, il a son référent social et il n'en sort pas. Et donc, il y a un vrai enjeu au niveau institution de créer de la référence de parcours. Mais la référence de parcours, elle se décrète pas. C'est pareil, il faut l'accompagner par un outil et l'accompagner par des protocoles de fonctionnement interpôle qui permettent de faire vivre véritablement cette référence de parcours. Donc, elle s'est posée tout de suite avec l'outil Papyrus, mais on la traite pas uniquement dans l'outil Papyrus, mais aussi en direction des autres pôles. Donc, c'est un travail qui se fait de manière un peu parallèle. Vous avez directement une question, vous avez répondu à une question extrêmement précise qui vient d'arriver, Papyrus, avec un partage de données, du suivi en transversalité. En fait. Et effectivement, pour les usagers et pour vous, on pressent bien qu'on est au cœur d'une vraie question. Tout à fait, tout à fait. Ouais. L'enjeu, c'est effectivement comment ça se passe, bien sûr, hein, mais c'est pouvoir déployer Papyrus sur l'ensemble des pôles spécialistes, on est bien d'accord. C'est l'idéal. Mais tout ça est complexe. Chacun des pôles a déjà ses propres outils métiers qui répondent aussi à leurs propres enjeux. Donc, tout ça se fait encore une fois dans un temps très long. C'est des convergences sur du long terme. Voilà, je pense que oui, je pense que j'avais à peu près la communauté de managers. Je ne sais pas quel est exactement l'angle abordé autour de la communauté des managers. Alors, la question était celle de l'animation et je crois que Dominique avait partagé avec nous le fait que la communauté des managers s'auto-animait à ce stade. Donc, il a émergé spontanément et son animation est tout aussi spontanée, semble-t-il. Mais avec une interrogation sur le sponsoring, on va dire ça comme ça, ou le patronage, je sais pas, de cette communauté pour peut-être pour plus l'institutionnaliser ou pour plus la renforcer. Je fais le perroquet savant, hein, je ne fais que lire les commentaires. Mais là, je pense que Fanny va découvrir la chose. Et la discussion actuellement, c'est parce que les responsables de pôles sociaux, qui sont le N+1, ont retenu comme option, c'est qu'ils choisissent spontanément un sponsor dans les leaders de la communauté. Voilà. Et pour l'instant, on ne leur a même pas encore dit qu'ils avaient ce choix. Voilà, donc c'est en cours, si vous voulez, tout ça. Pardon, Fanny, vous voulez... Non. La difficulté à institutionnaliser la spontanéité, c'est que vous cassez la spontanéité, quoi. Bon, voilà. C'est toujours le problème. Hein. Donc, c'est des équilibres à trouver qui se font en marchant. Je me risque peut-être, merci beaucoup pour le partage de cette expérience. Je pense que la qualité des échanges et des questions et des rebonds, on est quand même passé de la stratégie à l'organisation du travail, à l'animation, aux outils technologiques et aux méthodes d'animation et de participation. Donc, ça fait un beau panel hein, pour un mardi. Peut-être partager avec vous ce que, à titre personnel, je retiens, quitte à ce que vous pointiez les éléments aveugles. Dans ce que vous avez évoqué, vous vous êtes dès le début inscrit dans le temps long en reprenant effectivement les évolutions des dispositifs de solidarité de mémoire sur les 30 dernières années hein, quand même. Et donc on voit que déjà par nature, sur les 30 dernières années, il y a eu des évolutions fortes avec spécialisation, polyvalence, place des acteurs polyvalents et des acteurs spécialisés. Bien évidemment, des enjeux tout à fait légitimes, hein, de contractualisation, d'outillage technologique, avec derrière cet outillage technologique la capacité à relier des rôles différents, des rôles répartis, et on voit avec la remarque de Florence ce caractère toujours plus ogresque de l'élargissement, c'est-à-dire une fois qu'on a élargi à un périmètre, on envisage d'élargir encore plus. Et à côté de ça, vous avez pointé un élément qui me semble fondamental,
c'est que l'usager, une fois qu'il est en relation avec quelqu'un, a tendance à conserver ce lien. Et donc, on voit qu'il y a une tension entre ce monde virtuel où potentiellement tout peut être lié et à la fois ce monde, je vais dire humain, sans les opposer, où quelque part, la stabilité d'une relation est utile. Et il me semble également que dans l'animation, on a le même type de tension. C'est-à-dire que l'outil offre du potentiel, mais ce potentiel n'est rien sans une démarche d'animation, de prise de temps, de discussion, telle que vous venez de le partager. Et donc, on retrouve un écho. Et le dernier point à mes yeux, mais c'est peut-être là où c'est, en tout cas où ça fait beaucoup écho à des questions aujourd'hui dans toutes les disciplines en sciences de gestion, c'est l'articulation entre la stratégie et du coup les stratèges. Et qu'est-ce qu'un stratège? Et j'allais dire l'organisation au plus près du travail. Et avec cette difficile articulation de ces questions, bien évidemment, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, voilà ce que j'entends. N'hésitez pas, pour les membres qui seraient encore présents, de pointer des éléments absents de cette synthèse ou de contester cette synthèse. C'est aussi une manière de stabiliser nos échanges.